Merci pour cette présentation qui est très complète. Si je devais entrer un petit peu dans le détail, je dirais que j'ai eu la joie d'être pendant plus d'une dizaine d'années le coordinateur avec le révérend Père Karamrisk d'une convention de coopération interuniversitaire entre Montpellier et l'USEC, et que ça a été un grand plaisir et que je suis très heureux de me retrouver ici. Et que j'ai également eu la chance de collaborer avec le Père Karamrisk, de co-diriger un ouvrage sur le comté de Tripoli, qui est quand même, d'une certaine manière, le premier État libanais, comme le Royaume franc de Chypre est le premier État chypriote, et que notre éditrice est souvent Madame Mira Prince, fille de Moussa Prince, auteur de l'Arménocide, le premier ouvrage important sur le génocide des Arméniens, directrice des éditions Guttner. C'est chez elle que nous avons publié du génocide des Arméniens à la Shoah, comme le rappelait le Périsque tout à l'heure. Donc je ne veux pas rappeler, puisqu'il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de conférences à ce sujet, le processus génocidaire, les étapes du génocide des Arméniens. Au bout de la fin de cette année de commémoration, je pense que presque tout a été dit, beaucoup d'ouvrages ont été publiés. Je voudrais simplement parler de l'écho du processus génocidaire chez les intellectuels français de la période de l'année 1894, les massacres de Sassoun, à l'année 1922 et un petit peu au-delà. 1922, c'est quand Mustafa Kemal prend Smyrne et massacre grec et surtout arménien sur lequel l'armée kémaliste s'était acharnée. Je vais un petit peu sur les traces de mon excellent collègue Edmond Kayadjian, qui a étudié le mouvement arménophile en France, sur les traces de M. Marat Kharazian, qui a publié, soutenu une thèse il y a quelques années et publié un livre à l'occasion de l'année de l'Arménie en France, sur le mouvement arménophile également, et sur les pas également de mon excellente collègue Claire Mouradian, qui a coordonné un ouvrage, un catalogue, dans le cadre de cette année d'Arménie, mon ami, hein, l'année de l'Arménie en France. Je voudrais d'abord présenter deux personnages clés, deux poètes qui sont les fondateurs du mouvement arménophile en France. Un Français, un Arménien. Le Français, c'est Pierre Quillard, l'un des grands poètes du XIXe siècle, un poète symboliste, un idéologue anarchiste également, et quelqu'un qui a eu une formation tout à fait classique, un helléniste de grand talent, qui a traduit des pièces du théâtre grec. À ce titre d'humaniste, de professeur de langue classique, Pierre Quillard est invité à Constantinople, au Collège des Arméniens catholiques, puis au Getronagan, à l'école centrale, les étudiants du Getronagan étant en quelque sorte jaloux du fait qu'il enseignait dans un autre collège, et là il a enseigné l'histoire, la langue, la philosophie, beaucoup de disciplines. À l'occasion de son séjour à Constantinople, donc 1896, Pierre Quillard a été en contact étroit avec les grands talents qui participaient à la rédaction du journal Hayrenik. Il a rencontré beaucoup d'intellectuels arméniens, en particulier Arshak Tchobanian, et il a eu, par cet entourage arménien qui l'a très vite initié aux problèmes de la communauté, il a eu un écho très fidèle, d'abord indirect, et ensuite comme témoin oculaire des massacres des Arméniens. Les rapports qui lui ont été faits, les récits qui lui ont été faits, lui ont permis de publier les massacres des Sassounk en 1895 sous un pseudonyme parce qu'il craignait la police turque. Et plus tard, il a publié également
il a publié un dossier dans la Revue de Paris, dossier qu'il a intitulé « Dossier sur les massacres d'Arménie », où il fait une analyse très précise de ces massacres. C'est toujours avec un pseudonyme. Il est le témoin en 1895 de la manifestation pacifique des Arméniens à Constantinople, première manifestation de chrétiens depuis la conquête de cette capitale byzantine par les Ottomans en 1453, on dit certains journalistes, et il écrit à nouveau à ce propos, et finalement, emprisonné très brièvement par la police du sultan, le sultan rouge, Abdulhamid, il préfère rentrer en France et là, il va se consacrer à la cause arménienne. Alors, son complice, si je puis dire, son compagnon de route, le mot est plus exact, c'est Arshak Tchobanian. Arshak Tchobanian est un grand poète arménien, un traducteur remarquable, la roseraie d'Arménie, un conférencier hors pair. Il a traduit Daudet, Zola. Il va déjà à Paris en 1893 et il rencontre certains de ces auteurs qu'il avait traduits. Il avait publié dans la revue Zarig, avant de le connaître, un article sur Pierre Quillard, donc c'était bien auguré de leur collaboration qui va devenir fraternelle. Il est obligé en 1895, il n'est pas obligé, il s'exile volontairement à Paris en 1895 pour combattre la conspiration du silence, car il y avait vraiment une chape de plomb qui pesait sur une grande partie de la presse française à cette époque, et il va se faire l'ambassadeur des lettres arméniennes en France, l'ambassadeur également de la cause arménienne, jusqu'à sa mort accidentelle en 1954. Tchobanian et Quillard vont s'associer une fois tous deux présents à Paris, c'est-à-dire à partir de 1896, pour créer le journal bimensuel Pro-Arménia. Cette revue qui paraît jusqu'en 1914 et dont Pierre Quillard est le rédacteur en chef, réunit dans son comité de rédaction les grands noms de l'époque, de droite et de gauche. Tout le monde se regroupe autour de la cause arménienne. On y retrouve Clémenceau, Anatole France, Jean Jaurès, Francis de Pressensé, Jean Longuet, c'est le petit-fils de Karl Marx, et bien d'autres. En fait, ce Pro-Arménia, cette revue, est financée par le bureau occidental du parti d'Achnak, dont l'administrateur est Jean Melikov, le neveu de Mikhail Loris Melikov, ce grand général de l'armée tsariste de souche arménienne, un prince arménien, qui avait été un ministre de l'Intérieur remarquable et qui avait failli introduire la monarchie constitutionnelle dans l'Empire russe. Pierre Quillard a véritablement sacrifié sa vocation de poète. Il a un talent considérable à la cause arménienne. Il est devenu arménien par le cœur et il a véritablement un souffle patriotique arménien. C'est le retour de Pierre Quillard en France et l'établissement définitif de Tchobanian à partir de 1895 sont l'occasion de mobiliser de grands noms, d'abord des romanciers et des poètes. J'en ai cité quelques-uns. Il semble qu'Anatole France est entraîné dans sa sympathie, pas de manière véritablement engagée, mais simplement pour une sympathie. Le grand romancier Marcel Proust. Arshak Tchobanian a eu une correspondance
avec Frédéric Mistral, ce grand poète qui ressuscite la langue provençale, l'auteur de Mireille, qui a donné son nom, je l'ai remarqué, à beaucoup de dames arméniennes ou de dames libanaises. Charles Péguy, le rédacteur en chef des Cahiers de la Quinzaine, ce grand poète français, catholique engagé, qui meurt sur le champ de bataille en 1914. Il y a eu également des rencontres avec Bernard Lazare, un poète symboliste, ami de Pierre Quillard, qui redécouvre son judaïsme qu'il avait laissé de côté à l'occasion de l'affaire Dreyfus, ce capitaine de l'armée française injustement accusé d'espionnage au bénéfice des Allemands et pour lequel s'engagent ceux qu'on a appelés les Dreyfusards, entre autres Émile Zola avec sa lettre J'accuse, Émile Zola et beaucoup d'autres, Bernard Lazare bien sûr, Pierre Quillard bien sûr, et il faut remarquer qu'un certain nombre de Dreyfusards, disons de militants de la justice, qui ont pris parti pour le capitaine Dreyfus, étaient en même temps des arménophiles. Et je tiens à souligner que Bernard Lazare, qui avait un idéal de justice, il était ruisselant de charité, dit Charles Péguy, qu'il avait recruté pour les Cahiers de la Quinzaine, revue catholique. Bernard Lazare a rompu avec Théodore Herzl, le fondateur du mouvement sioniste, à partir du moment où au congrès sioniste, Théodore Herzl a voulu faire des courbettes devant Abdul Hamid et le remercier de la protection accordée, ou soi-disant accordée, au peuple juif. Bernard Lazare disait « Le plus ancien des peuples persécutés ne peut pas donner son aval à celui qui massacre les Arméniens. » Alors, dans le sillage de Pierre Quillard, d'Arshak Tchobanian, j'ai remarqué combien Arshak Tchobanian, jusqu'à sa mort, au milieu du XXe siècle, avait remué de conscience, de talent, de tous ordres. Donc, il y a des archéologues et des historiens. Parmi les archéologues, Victor Bérard. Victor Bérard est le plus illustre traducteur de l'Odyssée d'Homère, ce grand poème pour lequel il a essayé, en se servant de son bateau personnel, un bateau très moderne pour l'époque, de reconstituer l'itinéraire d'Ulysse en suivant mot à mot, un peu trop mot à mot, disent les spécialistes, les indications données par Homère. Victor Bérard a été sénateur, il a fait plusieurs missions dans l'Empire ottoman et il a écrit un livre intitulé « La politique du sultan » où il condamne sans appel le sultan rouge, Abdul Hamid II, pour les massacres qu'il a perpétrés en 1894 et en 1895-1896. Je pense entre autres au massacre de Trébizonde, dont j'ai conservé un témoignage qui a longtemps été inédit, d'Alphonse Silière, un Montpelliérain qui a été consul de France à Trébizonde et dont la famille m'a confié le récit sur les massacres que j'ai publié avec Claire Mouradian et Yves Ternon. Il faut citer encore un autre helléniste, un helléniste de terrain cette fois-ci, Salomon Reinach, le grand historien de la France, Ernest Lavis, et puis d'innombrables journalistes et hommes politiques. Très souvent, les hommes politiques sont journalistes. Je pense à Jean Jaurès, qui avait fait une déclaration fracassante à la Chambre des députés, alors que tout le monde était muet sur les massacres amidiens. Je pense que c'était en 1895.
Jean Jaurès était avant tout un agrégé de philosophie, un enseignant. Il avait participé également à la gestion de Toulouse comme maire adjoint et il s'est très vite engagé pour les Arméniens. Il a écrit pour eux dans la Dépêche de Toulouse il s'est engagé jusqu'en 1909. Il a passé l'éponge pour les jeunes Turcs, comme d'ailleurs un certain nombre d'Arméniens, parce qu'il pensait que c'était une déviation provisoire, que les massacres d'Adana et de Cilicie, quand même 30 000 victimes. Et puis, honneur aux dames, une des militantes des droits de la femme, Séverine, journaliste, avait très tôt écrit en faveur des Arméniens et elle restera une fidèle de la cause arménienne. Paradoxalement, elle avait écrit son principal article sur les Arméniens dans le journal de Drummond, qui faisait partie de la droite intégriste, puisqu'il avait, lors de l'affaire Dreyfus, il s'était montré anti-dreyfusard, et il avait manifesté une politique anti-juive assez incompréhensible à cette époque. Voilà pour les journalistes ce que je peux dire. Pendant et après la Première Guerre mondiale, Arshak Chobanian est le consultant, en quelque sorte, de grands historiens. Alors, comme je fais un petit peu de patriotisme local, grâce aux travaux d'Edmond Hayadjian, j'ai pu remarquer que Jacques de Morgan, grand archéologue de la Perse, les fouilles de Suse en particulier, il a 2 salles à son nom au musée du Louvre. Jacques de Morgan avait fait plusieurs missions en Arménie. Il voulait passer la fin de sa vie dans l'Arménie indépendante. Et il a donné plusieurs articles sur toute la période génocidaire, disons de 1894 à 1922, en s'attardant, et c'est très rare, dans la presse de l'époque, sur l'effort de guerre des Arméniens, que Georges Clemenceau considérait l'Arménie comme la petite alliée qui avait des droits, parce que les Arméniens avaient combattu au titre de la République arménienne indépendante, au titre des volontaires arméniens de l'armée russe, et également dans les différents pays où ils étaient en diaspora, 10% des Arméniens de France combattent dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Donc Jacques de Morgan se laisse persuader par René Grousset d'écrire une histoire du peuple arménien, se laisse persuader, par Arshak Chobanian d'écrire une histoire du peuple arménien. Ensuite, René Grousset, qui a fait ses études à la faculté des lettres de Montpellier, le grand historien de l'Asie, mais qui s'est passionné pour ce petit espace que représente l'Arménie, parce que l'Arménie, pour lui, c'était un trait d'union extraordinaire entre l'Europe et l'Asie. René Grousset se laisse persuader également d'écrire une histoire de l'Arménie. L'histoire de Jacques de Morgan paraît en 1917. L'histoire de en 1919, l'histoire de l'Arménie de René Grousset paraît en 1947. Et on pense que Frédéric Macler, j'estime que Frédéric Macler, grand arménisant également, a pu consulter Arshak Chobanian. Enfin, il faut mettre en relief la parution de revues scientifiques ou de revues grand public. Parmi les revues grand public, la Voix de l'Arménie, dont le rédacteur en chef est René Pinon, qui, à propos des massacres de 1915, avait écrit un opuscule, Travail turc, méthode allemande. Donc la Voix de l'Arménie veut faire entendre les revendications des Arméniens, les améliorations à donner à leur situation actuelle, et en quelque sorte, après la fin de la parution de Pro-Arménia, prendre le relais. Il y a ensuite, bien sûr, des revues littéraires comme Anne, qui
donne des articles littéraires, des articles sur l'art, des articles également sur la cause arménienne. C'est Arshak Tchobanian qui en est le rédacteur en chef. La revue paraît par intermittence. Et puis, il y a la revue des études arméniennes, fondée par Antoine Meillet, le grand linguiste, en 1920, avec comme collaborateur jusqu'en 1938 Frédéric Macler. La revue des études arméniennes à cette époque est souvent engagée. Elle donne un écho sur la lutte des Arméniens sur le front du Caucase, sous la plume d'Antoine Poidebar, dont certains de vous sont familiers. Elle donne un écho très précis également sur le mandat français en Cilicie, sur les efforts de la Légion arménienne, sur l'engagement et le désengagement aussi de la France en Cilicie, et elle donne bien sûr de grands articles arménologiques. À la même époque et sous l'impulsion de Meillet est constituée la Société des études arméniennes, dont je dirais la texture, ma collègue Anaïde Donabédian me corrigera si je me trompe, a été en quelque sorte reprise grâce à elle, avec la collaboration de Claire Mouradian dans les années 90. Donc cette Société des études arméniennes revit grâce à ces deux collègues. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que la cause arménienne, pour employer un mot simple, la cause arménienne a rassemblé autour d'elle, de la fin du XIXe, pourrait-on dire, jusqu'aux années 30 du XXe siècle, car il ne faut pas oublier le voyage de Roland, prix Nobel, en Arménie soviétique et sa rencontre avec Mariette Chaïnian. Donc elle a rencontré un écho considérable, elle a rassemblé l'élite politique, littéraire, artistique, scientifique de la France, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des anti-arméniens, je pense à Pierre Loti, à Claude Farrer. Donc elle a pu avoir un écho considérable. Ce travail est poursuivi par un certain nombre d'intellectuels français, ou d'artistes, ou d'écrivains, certains d'origine arménienne, pour ne donner qu'un nom emblématique, Henri Verneuil pour le film Maïrig, Robert Guédiguian, qui a consacré au moins 3 films au drame arménien ou à l'Arménie contemporaine, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Il ne faut pas, et j'emprunte cette réflexion à Seda Mavian dans son livre sur les Arméniens 100 ans après, bon, il ne faut pas que les Arméniens qui ont une grande histoire se contentent de regarder leur histoire, 3 fois millénaire, caractérisée par une fidélité exemplaire à leurs principes de base. Il faut également qu'ils affrontent les grands défis auxquels ils sont confrontés actuellement, la situation en Arménie, qui est souvent difficile, le problème du Haut-Karabakh, le gel des échanges avec le blocus qui sévit, et aussi le problème migratoire qui se pose pour les Arméniens du Proche-Orient et même pour les Arméniens d'Arménie que nous essayons d'accueillir les uns et les autres à Montpellier. Je vous remercie. Merci à vous.